c'était trop bien. Vas-y, vas-y. Finalement, j'ai l'impression que le principal handicap de la décroissance, c'est son nom. On parlait, ce que tu as dit au début, on est dans l'image, la publicité, etc. Et c'est vrai que malheureusement, c'est pas un mot très vendeur. Et on s'est rendu compte pendant la campagne qu'il était très difficile de porter des idées positives, des idées de changement. Les gens étaient déjà très réfractaires à ces idées-là et ça leur faisait peur. Et le mot décroissance, j'ai l'impression qu'il est caricaturé, il est vraiment très... Ça porte pas bien son nom en fait. Mais je comprends l'idée de remuer un peu les choses. Et puis il y avait un deuxième point, c'est sur ce qu'on a abordé à la fin, sur l'organisation locale. Il y a Mélenchon qui est candidat à Marseille du coup, et il s'est rendu compte que dans les quartiers où les services publics avaient disparu, c'est les habitants qui avaient pris en charge ces services publics-là, c'est eux qui commençaient à ramasser les poubelles, à réparer la voirie, etc. Et voilà, et je pense qu'ils sont en train de construire leur petite toile d'araignée parce que voilà, les choses se sont effondrées et eux, ils font avec ce qu'ils ont et ça a l'air de tenir un peu. Voilà. Sur les deux points, j'ai déjà expliqué pourquoi je pense que le mot décroissance est intéressant et pertinent par rapport au risque de récupération. De plus, je crois qu'on ne peut pas se payer ce luxe de ne pas faire tout ce chemin, c'est-à-dire qu'on ne décolonise pas notre imaginaire, toutes et tous, c'est un chemin personnel, c'est un chemin collectif, c'est un chemin politique, il y a différents temps, on ne part pas tous du même endroit, etc. Et je crois que ça prend du temps. Et de vouloir aller trop vite porte en lui cet écueil, moi que j'appelle ce risque totalitaire. Ce que nous a appris les siècles derniers, moi je dis souvent, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Et j'ai un exemple qui représente bien tout ça, c'est l'utilisation du vélo. C'est-à-dire que, avec l'exemple qu'on vit en Hongrie. En Hongrie, c'est le 3e pays d'Europe en termes d'utilisation du vélo derrière le Danemark et la Hollande. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types d'utilisation du vélo. Une utilisation choisie, donc des gens qui, comme moi, hein, des bobos qui dans les villes se sont libérés de la bagnole ou des contraintes du transport en commun, se sont récupérés du bien-être, d'être en bonne santé, la liberté, puis c'est cool d'aller à une soirée en vélo. Enfin, Budapest, si on arrive en soirée, en voiture, en transport en commun, on est un loser, alors que si on arrive en vélo, c'est cool. Et donc il y a cette dynamique-là qui est en fait émancipatrice, qui génère beaucoup de bien-être, etc. Et puis il y a la deuxième dynamique qui est liée à l'utilisation du vélo par contrainte économique. Dans les campagnes, j'ai pas d'argent pour avoir une voiture, donc j'utilise le vélo faute de mieux. Et je me rends pas compte à quel point c'est un outil émancipateur, c'est magnifique, et ainsi de suite. Et on voit vraiment la différence, c'est que quelque chose qui peut avoir du sens quand il est imposé peut tourner en quelque chose de barbare. Par contre, si on fait tout un travail de mise en place de dialogue et qu'on invite les gens à faire ce chemin eux-mêmes, c'est quelque chose de libérateur. Et c'est un exemple parmi d'autres sur comment trouver par rapport aux enjeux extrêmement durs et rapides qu'on a en face de nous, comment trouver des exemples pour éviter des formes d'écofascisme qui risquent de générer encore plus de violence ou des violences infernales que l'on ne souhaite pas. Et en même temps aussi, quelque part contraint, nous pousser à avoir des débats et imposer un certain nombre de choses. Et ça rejoint tout à fait ces réflexions, ce que vous évoquez à Marseille, ça me rappelle la situation en Grèce, où là, on était complètement dans la récession subie. Et la question de la décroissance, c'est souvent ce que dit Paul Ariès, c'est décroissance ou barbarie. Et moi je dirais, on sait qu'à terme, on sera au même endroit. Ce qui va faire la différence, c'est le chemin. Et si on pouvait éviter de passer par toutes les violences économiques, sociales vécues, que ce soit dans les quartiers évoqués à Marseille ou en Grèce, avant d'arriver à cette forme d'auto-organisation, si on pouvait le faire de manière choisie, avec sérénité, avec des solidarités, je pense que c'est quand même beaucoup plus souhaitable. Et la décroissance, elle nous invite à poser la question des chemins. On alterne, Monica. Comment la révolution a été accueillie par l'équation, parce que Paul Ariès, il a soutenu la candidature de Mélenchon.
très compliqué parce qu'il y a plein d'avis parmi les Français. Moi, je peux parler de mon point de vue personnel, qui ne représente que moi. J'ai longuement hésité avant de voter pour Jean-Luc Mélenchon, bien que j'ai suivi son parcours depuis la création du parti de gauche, que je connais beaucoup de gens dans son entourage qui, je crois, ont fait un travail remarquable de questionnement dans une certaine gauche française, de choses qui étaient très ancrées, comme le productivisme, les questions environnementales. Il y a eu tout un travail remarquable de fait, je pense notamment à Martine Billard, je pense notamment à Corinne Morel-Darleux. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Luc Mélenchon comme un personnage d'éducation populaire et un rare homme politique qui a une telle connaissance de l'histoire des mouvements politiques, des enjeux sociétaux, des enjeux géopolitiques et ainsi de suite. Mais j'ai beaucoup de craintes depuis le début, c'est pour ça que je m'étais vite désolidarisé du parti de gauche par rapport à ce que j'évoquais sur les questions de pouvoir. J'ai beaucoup de craintes par rapport à cet écueil totalitaire. C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans cette dynamique, et c'est des critiques que je fais aussi à mon ami Christophe Ventura par rapport à ça, autour d'un populisme de gauche, et il s'est engagé dans une dynamique d'être un personnage charismatique qui, au lieu d'émanciper les personnes, je pense, participe aussi à toujours plus les infantiliser dans un système politique où on n'a pas besoin de ça, parce que la 5e République, je crois qu'elle nous infantilise déjà énormément, et c'était un peu les craintes que j'ai dès le départ, et les critiques tout à fait courtoises, constructives, que je fais à mes amis insoumis depuis le début. Et après beaucoup d'hésitation, j'ai finalement voté pour lui, à condition et sous condition de dire, ben, s'il est élu, il va falloir être là pour qu'il ne soit pas tout seul le bonhomme. Il va falloir des contre-pouvoirs très forts pour le ramener sur terre, et puis qu'il y ait aussi des dynamiques au sein des insoumis, etc., pour qu'il y ait du dialogue, qu'il y ait du débat, accepter l'altérité, comprendre qu'on arrive dans une société où on ne doit pas tous être d'accord, c'est extrêmement dangereux, on ne sera jamais tous d'accord, mais comment on gère les conflits, les désaccords, de manière la moins violente possible. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça n'engage que moi, c'est pas du tout une vision, il n'y a pas de vision décroissante. C'est des débats qu'on a depuis le début au sein des décroissants, que j'ai avec Paul Ariès, qui a été beaucoup plus proche à un moment donné de ce mouvement, qui a été un peu plus éloigné après, qui est revenu. Et je dirais que nous, notre approche en tant que décroissants, moi j'ai beaucoup participé à la présidence, enfin beaucoup, pas énormément, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Je me suis beaucoup plus retrouvé dans la campagne de Charlotte Marchandise, dans la manière dont elle a été désignée, le personnage qu'elle incarnait, avec beaucoup d'humilité, un autre rapport au pouvoir, un autre rapport à l'expertise, etc. Et Charlotte Marchandise reprenait dans son programme, malheureusement elle n'a pas eu les 500 signatures, qui est aussi une autre problématique de notre système, reprenait dans son programme, un de ses piliers, c'était la dotation inconditionnelle d'autonomie que j'ai présenté aujourd'hui. Et j'étais surtout pour la mise en place d'une alliance entre les candidatures, ne me tirez pas dessus, entre les candidatures Damon, Jadot, Marchandise et Mélenchon, et une alliance technique autour d'un projet minimal sur les choses sur lesquelles on est d'accord, la transition écologique et ainsi de suite, la mise en place d'une constituante sur 1 ou 2 ans pour transformer les institutions, et sur les thèmes où on est en désaccord, je dirais que ce n'est pas un problème, la mise en place de délibération citoyenne, de débats dans un temps long. Je pense notamment aux questions géopolitiques, où en France ça fait des décennies qu'il n'y a aucun débat géopolitique. On a juste une doxa, et il faut penser d'une manière unique, et aussitôt qu'il y a une personne qui dit un petit mot à l'extérieur de la pensée unique, c'est tout de suite la diabolisation, oh l'ami de Poutine, oh l'ami de je sais pas quoi, et ainsi de suite. Donc d'utiliser cet espace, d'avoir une alliance pour dire voilà, il y a des points sur lesquels on a des désaccords, travaillons sur ces désaccords, et on prend le temps. Et puis de partir sur 1 ou 2 ans, le temps qu'on met en place de nouvelles institutions, qu'on fasse de l'éducation populaire, etc. Et à partir de là, on peut organiser de nouvelles élections sur des bases beaucoup plus sereines que ce système qui est la 5e République, qui je crois rend tout le monde fou. Tous les gens qui se sont engagés dans la politique, c'est très difficile de ne pas devenir fou dans un système qui est tellement orienté par le pouvoir, qui crée tellement de passion, qui crée avec la société du spectacle, les systèmes médiatiques qui exacerbent encore plus les haines, les malentendus, les passions, et ainsi de suite. Je voulais justement rebondir là-dessus. Je suis venu ici plutôt par la page
de Vincent que par la page des Insoumis. Je suis sympathisant des Insoumis. Je suis pas tout seul, je sais pas. Voilà, mais voilà, je voulais vous demander s'il y avait des personnes parmi vous qui soutenaient d'autres candidats que le candidat insoumis. Je ne pense pas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats à gauche dans la circonscription. Voilà, j'ai pas envie de relancer le débat des alliances, etc. Mais voilà, si jamais les personnes étaient présentes, de pouvoir discuter des choses qu'on a en commun, notamment la décroissance, entre autres, j'espère. Et pour la suite, construire des choses en commun qui dépassent Mélenchon et les partis. Donc il y avait ce point-là. En fait, je sépare votre pays seulement sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait un programme derrière. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec le programme. Je suis sympathisant, j'ai beaucoup suivi tout ça. Mais bon, je suis d'accord avec les critiques de Vincent, il y a quand même, ça cristallise quelque chose. Pour revenir à la décroissance, j'avais d'autres questions, notamment sur la taxation du capital. Je ne sais pas si vous avez des propositions plus particulières que, je sais pas, la taxe Tobin, etc. Et oui, revenir aussi sur le mythe scandinave. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, parce que c'est vrai que c'est des images intéressantes pour des personnes jeunes comme moi. Donc voilà, pour l'instant. Premier commentaire sur ce que vous dites, et Paul Ariès c'est le meilleur exemple pour ça, c'est on s'inscrit complètement dans une logique de dialogue avec tout le monde, tous les gens qui sont fréquentables. Et moi, le soir, je suis avec une soirée qui est organisée par les Insoumis, mais je vais partout. Je suis un coup avec les Verts, un coup avec les gens fréquentables, s'il y en a encore du Parti Socialiste, ou s'il y a encore un Parti Socialiste, je vais dans des squats ou dans des ZAD, où là on a affaire à des gens qui sont fondamentalement anti-système, et si on leur dit qu'on a discuté avec quelqu'un qui est proche d'un parti politique, ils deviennent très agressifs. Donc, et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'instituer du débat. Et d'avoir une réflexion sur des postures non violentes dans la manière dont on dit les choses, mais sans pour autant s'auto-censurer. Je pense avoir dit ce que je pensais sur les Insoumis, je pense avoir été clair, et quand je vais voir les Verts, je dis la même chose, mais d'une manière audible pour eux. C'est pas leur dire vous êtes les salauds, vous êtes les salauds, moi j'ai raison, vous avez tort, et ainsi de suite, de sortir un peu. Parce que je crois qu'il n'y a pas de recette magique par rapport au problème auquel on fait face. Je me méfie énormément des recettes magiques, et d'ailleurs s'il y avait une recette magique, on l'aurait déjà appliquée depuis très longtemps. Taxation du capital. On n'a pas beaucoup de propositions sur la taxation du capital, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de sortir du capital, c'est de sortir de l'économie. Donc on peut jouer sur différents leviers. J'évoquais par exemple, là pareil, c'est la mise en place de réformes. Je crois que le plus important, quand on amène des propositions radicales, donc c'est bien d'arriver avec un mot au but, dire voilà, les banques, il faut les fermer. Donc, et puis après, on peut commencer à dialoguer. Et puis après, on peut s'atteler à dire comment on ferme les banques. Aujourd'hui, tout le monde a un compte en banque, tout le monde a ses placements, à sa retraite, il y a un compte en banque, il y a des gens qui bossent dans la banque, etc. Donc on peut dire on va fermer les banques, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi-même, je travaille sur des projets, on expérimente comment vivre sans argent, avec beaucoup moins d'argent. C'est aussi un apprentissage. Les gratuités, ça fonctionne très bien. L'économie de réciprocité, ça fonctionne très bien. C'est très présent dans notre société. Mais avec la chaîne alimentaire telle qu'on l'a aujourd'hui, une ville comme Paris, où il y a 10 millions de personnes qui dépendent d'un gros hub extrêmement technique au sud de Paris qui s'appelle Rungis, et qu'on a 3-4 jours d'autonomie alimentaire pour 10 millions de personnes, on ne va pas commencer par rien. D'abord, on ferme les banques. Après, au bout de 4 jours, il y a les mecs, ça va être le marché noir. Ça va être... Donc il faut y aller étape par étape de manière réfléchie. Et là, c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas de solution unique. On a énormément de solutions, de propositions, de débats. La taxe Tobin en est une, il y en a beaucoup d'autres. La séparation des activités des banques, des audits sur les dettes publiques, la réappropriation de la création monétaire pour d'autres redistributions. Donc on peut jouer sur différents niveaux et il n'y a pas une recette magique. Sur le mythe scandinave, je vous invite à Malmö en 2018 pour venir en débattre avec nos amis scandinaves qui sont mieux placés pour en débattre. Le mythe scandinave, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux dans le sens où
on est sur des petits territoires avec des cultures particulières, avec accès à des ressources tout à fait particulières par rapport à la taille des populations, etc. Enfin, on n'est pas sur des petits territoires, on est sur des petites populations qui sont dans des niches de transition énergétique, qui sont dans certaines niches. Et c'est dangereux de prendre un exemple sorti de son contexte pour dire « super les gars, on a la solution, on va l'appliquer partout ». Et c'est pour ça aussi que ça rejoint aussi la première question qui était la vôtre. Il n'y a pas une recette magique, il n'y a pas une solution, il y a une boîte à outils avec différents outils. Puis à un moment donné, quand il y a une fuite d'eau à un coin, le marteau va être inutile, on va prendre autre chose et on va s'adapter. Et c'est en faisant qu'on trouve les bons outils, qu'on fait aussi des erreurs et qu'on avance petit à petit. Et critiquer peut s'inspirer de ce qui se passe en Scandinavie, puis c'est aussi intéressant de prendre du recul, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans des fascinations pour un tel ou pour telle solution, pour telle technique, etc. Allez-y. Comme tu disais aussi, en fonction des... Enfin, on peut être optimiste ou pessimiste, là, je reviens au thème de la décroissance. Et notamment sur le premier niveau de... Comment tu appelles ça, où on s'applique à soi-même. Simplicité volontaire. Simplicité volontaire. Voilà, la simplicité volontaire. Je pense que l'obstacle le plus important, c'est les représentations mentales, ce que tu appelais la colonisation des esprits. Enfin, moi, je me rends compte en fonction des soirs de la semaine ou des journées, en fonction des gens avec qui je passe du temps. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont extrêmement loin de ça. Et qui sont vraiment très, et moi aussi d'ailleurs, enfin très soumis à l'influence de la publicité, et ça je suis pas tout le temps pessimiste, mais du coup là je sollicite pour vous donner des idées optimistes, parce que je sais pas comment on peut faire diffuser ça. Alors j'avais entendu un jour à la radio une auteure, j'aimerais bien retrouver son nom, sous forme de policier, mais qui reprenait les dictates de publicité des grandes multinationales, qui étaient Enjoy, Just Do It, et Parce que je le vaux bien. Le monde vous appartient. Voilà, qui nous rentrait dans toutes les veines, quoi. J'aimerais bien retrouver. Non, je ne vois pas qui est cet auteur. Non, mais je suis preneur, ça me semble passionnant. Pulvérisation. Comment tu dis? Non. L'expression que du bonheur. Oui, ouais. Et comment Mais je crois qu'il y a... Toi, tu as parlé beaucoup de bien-être, et ce qu'on nous répond, c'est plaisir. Enfin, voilà, prendre mon vélo, t'es rigolote. La viande, enfin... Tu parlais de végétal, enfin je suis d'accord, il y a certaines petites niches où c'est exactement ça, on dit bah non je suis pas encore végétarienne, mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont viandards, quoi, enfin je sais pas, et qui le revendiquent, et qui... Enfin, à certains moments j'ai l'impression qu'on est très peu nombreux. Bon, on est à la fois très peu nombreux, puis en même temps les choses c'est jamais tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que il n'y a pas de petits manuels du bon comportement en décroissance. J'espère qu'il n'y en aura jamais, ce serait extrêmement inquiétant. Et je pense qu'il y a... Je vais commencer par une blague provocatrice. Il y a beaucoup de suiveurs. Donc ceux qui suivent aujourd'hui Macron, quand il y aura d'autres dynamiques où le vent ira dans l'autre sens, ils suivront de la même manière. C'est pas suffisant. La deuxième chose, c'est quand on prend le temps de regarder dans le détail, il y a énormément de choses qui s'inspirent de moi, ce que j'appelle la décroissance, c'est-à-dire plus du bien-être, un autre rapport au temps, un autre rapport aux autres, un autre rapport à la nature, mais qui restent très invisibles dans notre société. Donc il y a la nécessité de rendre visible l'invisible. C'est-à-dire que plein de bonnes pratiques qu'il peut y avoir, on le fait, mais on ne se rend pas compte à quel point ça apporte en termes de bien-être, et souvent on s'en rend compte, c'est trop tard. C'est quand ça a été détruit. Une des raisons pour lesquelles j'ai adoré mes premiers voyages en Europe centrale et que je me suis installé et que je vis maintenant entre la France et la Hongrie depuis une quinzaine d'années, que je me suis installé en Hongrie, c'est que je retrouvais des choses qui avaient été détruites dans mon enfance. Dans les rapports humains, dans la manière de produire, dans la manière d'échanger, sur le don contre don et ainsi de suite.
avec une société qui n'était pas aussi avancée que la nôtre dans le développement économique. En même temps, je tombais sur des gens qui étaient tous animés par le mythe de l'Occident, qui étaient convaincus qu'en Occident, c'est la démocratie, il n'y a pas de violence, tout le monde est heureux, tout le monde vit comme à Beverly Hills, c'est super cool, c'est enjoy, ça vous appartient, et ainsi de suite. Et on a beaucoup bossé, c'est une des raisons aussi pour laquelle on avait amené la conférence internationale de la décroissance en Europe centrale avec un collectif d'organisation régionale pour avoir des réflexions par rapport à ça, sur cet imaginaire. À la fois ce sentiment d'infériorité qu'il peut y avoir dans ces pays-là qui sont dits des pays périphériques, semi-périphériques. En 2004, quand ils rejoignent l'Union européenne, ou en 90 à la chute du mur, toutes les élites là-bas sont animées par ce qu'on appelle le rattrapage. Donc comment initier des débats pour nous, on va leur dire non mais en fait, moi j'ai grandi dans un super pavillon, belle bagnole, etc. Mais je m'emmerdais un peu parce qu'il n'y a pas de gamin avec qui je pouvais jouer. Puis en face, il dit moi je rêve pour mes enfants d'avoir un pavillon, c'est plus sécurisé, c'est plus si. Voilà. Comment on initie du dialogue autour de ça, dialogue complexe, sans donner de leçons. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort, et en ce moment on leur donne des leçons parce que notre modèle dominant colonise leurs imaginaires, ce que Aminata Traoré appelait le viol de l'imaginaire, ce qu'on a fait par exemple avec la colonisation, et le développement et ainsi de suite. Donc comment initier du dialogue entre les personnes pour les interpeller, pas leur dire comment penser, les interpeller et rendre visible l'invisible. Moi c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et en Hongrie on travaille vachement là-dessus, rendre visible l'invisible. Truc tout con, quand avec un pote franco-hongrois qui ont bossé dans les milieux squats à Paris, on travaille beaucoup sur l'autogestion, on arrive à Budapest, on rencontre une coopérative sociale qui est une entreprise de coursiers, l'antithèse de Deliveroo, etc. Puis on discute avec le mec qui a fondé le truc, et puis on lui dit mais ce que tu fais c'est de l'autogestion. Et il nous dit c'est quoi l'autogestion, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est là qu'il faut travailler. Et il y a plein de trucs comme ça, pas leur dire que c'est de la décroissance, parce qu'ils vont arrêter, mais leur dire... mettre des mots positifs, c'est redonner une valeur positive à des choses invisibles qu'on ne réévalue pas, et qui sont extrêmement fondamentales pour notre bien-être. Et puis après, mettre en place du dialogue sur différents niveaux. Nous, on travaille sur plein de projets, sur ce que j'évoquais sur l'utilisation du vélo dans les campagnes. On a organisé, avec la ferme avec laquelle on travaille, à Jambok, à 40 km de Budapest, un festival de rencontres autour du vélo. Les mecs, ils ont dû nous prendre pour des stars des trains. On est arrivé avec nos outils, on a présenté des vélos cargo, ce qui transporte beaucoup, enfin des remorques qui transportent beaucoup de charges avec des outils inadaptés, puis on a essayé d'instaurer du dialogue. Donc première étape, il n'y a pas eu grand monde qui est venu. On a travaillé avec le maire, on en a rediscuté, et on va y retourner, on travaille avec l'école, et comment trouver des leviers sur lesquels on peut mettre en place du dialogue, des discussions, et une fois de plus, non pas pour dire t'as un salaud ou t'as tort et ainsi de suite, mais interpeller les gens ou les inviter à faire ce chemin personnel. Sur la viande, c'est un très bel exemple, c'est ce que j'évoquais. Vraiment, moi je vois, il y a 5 ans, quelqu'un qui disait qu'il était végétarien, même dans des milieux militants. Ça jetait un froid, ça mettait tout le monde mal à l'aise. Donc peut-être pas dire je suis végétarien, dire mais j'ai reconsidéré ma consommation de viande parce que je me suis intéressé à l'impact écologique qu'il y avait derrière. Donc maintenant, je mange moins de viande. Quand j'en mange, j'essaye de voir d'où est-ce que ça vient. Je vais l'acheter directement à la ferme. Je connais les producteurs, et ainsi de suite. Et à travers ces dynamiques-là, on arrive à interpeller les gens. De toute manière, s'il n'y a pas de changement de société, il n'y aura plus de pétrole, la viande, on en aura beaucoup moins. Il était avant toi, je suis désolé. Vas-y. D'abord, pour répondre aux jeunes citoyens, pour donner quelques informations. Alors, c'est vrai que c'est l'initiative des Insoumis, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe qui a l'initiative un petit peu de cette initiative de leur faire venir notre ami ici, c'est que nous, on est passé à une autre étape. Alors, je suis un peu d'accord par rapport à ce qu'il a dit sur Jean-Luc Mélenchon. Je pourrais lui faire la critique que j'ai l'impression que Mélenchon a quand même lancé des auditions programmatiques. Oui, voilà. C'est un peu ce que je veux dire. Si on est là, c'est un peu grâce à ça. Mais on a voulu passer au-delà parce qu'on se dit, Mélenchon, c'est un personnage, demain il ne sera plus là, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, citoyens, si on ne se prend pas en main, il ne se passera rien. Et voilà, si on attend encore 50 plus qu'un autre Mélenchon sorte du paysage, on en attendra et malheureusement il ne se passe rien. Donc on s'est dit qu'il fallait se prendre en main et aller au-delà des partis, parce que même les partis n'en veulent pas. Donc si sincèrement, tous les gens qui sont là, à moins qu'ils se connaissent, ne veulent pas travailler avec les partis, parce qu'on se rend compte que
que ça nous empêche d'aller dans le sens qu'on voudrait aller. Non, il y a quand même un flou. Enfin, j'ai l'impression que une fois les élections terminées, il y aura vraiment un questionnement à faire dans la France Insoumise. Oui, non, mais pas ici. Moi, je t'invite à venir jeudi prochain, on se réunit encore ici. C'est complètement bien, on peut débattre. Et après, ma question, donc, comment faire autrement, parce que tu as dit tout à l'heure que vous avez voulu vous présenter aux européennes, pour que quand même politiquement, on puisse agir, si tu veux. Et donc, il faut à un moment donné, il faut que les gens se regroupent. Alors, est-ce qu'il faut un leader, pas de leader, pour que quelque chose pousse les politiques, et pas qu'uniquement en ayant des activités un petit peu locales, sympas, autour du vélo, d'autres choses. Je crois que la première étape, c'est d'avoir une masse critique de personnes qui sont émancipées, autonomisées, politiquement, qui commencent à être expérimentées, sur laquelle on peut s'appuyer pour avoir de vrais contre-pouvoirs. Et aujourd'hui, notre système éducationnel, notre système politique est construit d'une telle manière où on fait exactement le contraire. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi avec des enfants sur des méthodes d'éducation alternatives, sur leur apprendre l'autogestion, l'autonomie et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école, elle est faite pour nous apprendre tu vas avoir une note, t'acceptes ta hiérarchie, il y a quelqu'un qui est debout devant toi qui te dit ce que tu dois penser, tu poses pas de questions, et puis tu as un expert qui connaît mieux que toi, qui pense à ta place, et tu te tais. Et je crois qu'on est tous pas mal démunis, c'est-à-dire qu'il faut construire de nouveaux mondes. L'intellectualiser, une première étape, mais être suffisant, c'est vraiment un apprentissage quotidien. Moi, depuis 10 ans que je suis dans la décroissance, je vois des choses extrêmement intéressantes en termes de dynamique. Au début, quand on parlait d'autogestion, on était très fort pour en parler, mais dans la pratique, il y avait encore du boulot. Quand on parlait d'écoféminisme ou de sortie du patriarcat, etc., on était très fort pour le théoriser, mais dans la pratique, il y avait encore énormément de boulot. Il y a encore énormément de boulot. Par contre, quand je vois les jeunes qui arrivent dans les milieux décroissants, qui viennent s'installer chez nous, etc., des trucs où nous, on devait se battre pour le faire, etc., eux ont été immédiatement, sont déjà assimilés, ils n'en parlent même plus, ils sont même choqués de voir des vieux cons déjà comme moi. Donc, c'est tout un travail d'éducation populaire que j'avais souligné au départ, travail d'émancipation, un travail de mise en réseau. Je pense que par le faire, moi c'est quelque chose que j'ai vécu, on a connu beaucoup de situations de frustration et de violence dans les mouvements de décroissance avant qu'on trouve un juste équilibre entre le faire et l'intellect. Parce que si on n'est que sur l'intellect, on dit ce serait bien que, puis il ne se passe jamais rien, et on est frustré. Si on est dans le faire, on dit là je le fais. Là je le fais, donc si je le fais, pourquoi ça ne va pas continuer, et ainsi de suite. Et qui plus est, je pense qu'on est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein et crédible quand on en parle. Quand on parle de transformation de la société, on a des exemples, c'est pas possible, si c'est possible, je le fais au quotidien, j'ai des copains qui le font, et ainsi de suite. Donc partir sur une base suffisamment forte, et c'est souvent quelque chose que j'ai dit en rigolant quand je parle du revenu de base inconditionnel, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est pas un vrai débat. Moi je dis ce qui m'intéresse dans le revenu de base, c'est pas comment techniquement et quand on va le mettre en place, c'est les débats qui suscitent. Parce que quand les gens seront prêts pour avoir un revenu de base, en fait, on n'aura plus besoin. Ça deviendra obsolète. C'est comme la décroissance. Moi, je veux pas que les gens soient d'accord avec la décroissance, puis qu'on descende tous dans la rue avec des beaux drapeaux décroissants, des escargots partout, c'est magnifique. Mais au contraire, je pense que la décroissance, quand il y aura des dynamiques sociétales suffisamment fortes autour de la décroissance, ça deviendra obsolète. On n'aura plus besoin d'en parler, on sera à une autre étape. Et l'enjeu, il est là, et je crois qu'on est à un carrefour, là aussi. On a des aspirations pour faire autrement, mais on n'est encore pas totalement prêt, donc on expérimente, on fait des erreurs. Il faut tirer les enseignements pour moi, cette campagne présidentielle est un échec partagé, avec des responsabilités diverses de différentes personnes, où potentiellement il y avait déjà des forces politiques, une part importante de la population qui était prête à faire des changements, mais on n'était pas prêt dans la méthode, dans l'organisation, dans l'écoute, dans les échanges, pour vraiment faire l'étape d'après. Et peut-être que si on avait pris le pouvoir à ce moment-là, ça aurait été un désastre. Parce qu'il y a des isolés à l'échelle internationale, européenne, des pouvoirs en face suffisamment forts, donc on continue. Et pour moi, c'est un échec si c'est une étape. Là, c'est pas un échec si c'est une étape, c'est un échec si on pense que c'était une fin en soi. Derrière toi, puis après. Moi, je voulais juste réagir sur les questions
d'autres s'intéressent à la décroissance que sur les questions d'optimisme ou de pessimisme, sur la capacité à convaincre les gens. J'ai souvent il y a pas mal de moments où j'ai été très surpris de quel type de personnes pouvait être décroissant ou être facilement convaincu par la décroissance. Moi je viens d'un autre parti assez proche, mais en ce moment c'est compliqué, le parti communiste. Et dans ma section, il y a énormément de gens qui, bon, on va compris, moi c'est pas longtemps que je suis, je suis pas communiste, c'est des communistes. Il y a quand même pas mal de gens qui sont décroissants et je suis surpris que moins dans la section, il y a des gens qui parlent de décroissance, alors que franchement, le parti communiste, c'est pas le parti le moins productiviste, le moins industrialiste qui soit, mais quand même il y en a pas mal. Une autre fois, j'étais à une conférence qui parlait sur des questions un peu militaires. Et j'ai parlé avec un des conférenciers qui est capitaine dans l'armée suisse, qui s'intéresse à la lutte contre Boko Haram et qui portait un costard vraiment super bien placé, enfin, comme un militaire. Il n'était pas en uniforme, mais on sentait qu'il était. Et j'ai discuté avec lui, j'ai invité à participer à une conférence en ligne qui parlait sur les questions de développement. Je voulais qu'il parle de la lutte contre Boko Haram. Il m'a dit la lutte contre Boko Haram, c'est vraiment pas intéressant, moi j'ai envie de parler de décroissance. Et des enjeux de décroissance dans le développement et sur comment est-ce que nos armées comment repenser l'armée dans un monde décroissant. Bon, très bien, bon, dans un contexte hongrois ça va être difficile à organiser. Donc on va peut-être plutôt d'abord parler de Boko Haram, mais par contre c'est vachement bien. Et dans le contexte hongrois, par contre, j'ai aussi été surpris à deux reprises. En Hongrie, il y a un gouvernement au pouvoir bien à droite. Pas franchement décroissant. Et pourtant, quand il y avait la conférence sur la décroissance à laquelle j'ai participé, il y a un des midis où je suis allé déjeuner, c'est quelqu'un que je connais, avec qui je m'entends bien, et il se trouve qu'elle est conseillère d'un ministre hongrois. A priori, elle adhère à une bonne partie du programme. Du coup, je ne savais pas très bien comment lui présenter d'où est-ce que je venais, donc j'ai chiladé un peu timidement. Oui, alors c'est un truc de gens, il parle de décroissance, et elle était vraiment intéressée en fait. Elle n'en avait jamais entendu parler évidemment, mais elle a plutôt un accueil positif et curieux. Et la dernière chose qui m'a vraiment surpris, c'est que pas mal de médias de droite en Hongrie, comme Magyar Nemzet par exemple, qui est un journal de droite conservatrice, relativement nationaliste, ont fait une couverture médiatique sur la conférence de la décroissance qui était super positif. Au lieu de présenter ça comme des gauchistes. Au-delà d'être positif, je complète, qui était de qualité. C'est-à-dire que même s'il y avait des articles plus critiques, qui étaient de qualité. C'est-à-dire qu'ils faisaient des synthèses tout à fait justes de ce qu'est la décroissance. Et non pas, comme on a pu voir dans les médias français, des caricatures qui en fait ne sont pas là pour inciter au débat, parce qu'on peut être contre, mais qu'on soit contre sur quelque chose qu'on présente réellement et pas quelque chose qu'on ne dit pas. Oui, voilà. Bah là en plus c'était même pas c'était positif et de qualité. Il y a peut-être aussi d'autres articles qui étaient plus critiques. Mais du coup, j'ai pas tant que cette question, peut-être d'autres témoignages. En fait, les médias qui ont été les plus critiques en Hongrie, on a eu une couverture médiatique historique en Hongrie par rapport à la conférence internationale de la décroissance. Et on a vachement bossé dessus parce qu'on a travaillé dessus pendant 2 ans, justement. On voulait. Je ne vais pas faire l'histoire de la Hongrie et la complexité de la société hongroise, mais c'est une société qui est extrêmement clivée de manière très violente. Et, il suffit qu'on soit un jour étiqueté d'un camp, ou c'est un peu comme les insoumis et le Parti communiste en ce moment. Je déconne. Il suffit qu'on soit étiqueté d'un camp ou d'un autre et on est exclu pour tout le reste de la société, tous les débats, etc. Et on a fait tout un travail de stratégie de communication sur comment amener la décroissance de manière non clivante, qui plus est dans un territoire où il n'y a pas vraiment eu de débat encore sur ces questions-là, où on l'amène comme une nouvelle pensée qui pose des questions, qui interpelle, et qui n'est surtout pas là pour être clivante, stigmatisante, et ainsi de suite. Et je crois que s'il y a eu une telle couverture médiatique aussi large et de qualité, parce que c'est juste pour faire du buzz, on s'en fout, l'important c'est d'avoir quand même du fond, c'était lié au fait et moi c'était un grand apprentissage sur comment trouver le juste équilibre entre, qui plus est, ne pas être tout de suite catalogué communiste ou quoi que ce soit dans ce contexte, comment trouver le juste équilibre entre vraiment dire les choses, mais d'une telle manière qu'elles ne sont pas soit bloquantes, soit caricaturées immédiatement. Et en fait, c'était les journaux libéraux, on avait plus de difficultés. C'est logique. Oui, tu parlais tout à l'heure de masse critique en termes de population. Moi, ça m'interroge parce qu'en fait, tu disais que tu travaillais avec des enfants, justement pour les sensibiliser.
Donc on est à l'échelle de plusieurs générations en fait dans l'évolution de la société. Quand je vois moi à l'intérieur des associations, des groupes de militants, des gens, on est toujours à peu près sur le même registre socioculturel. Et ma question moi c'est comment on fait pour toucher les gens d'autres niveaux socioculturels? Comment on fait pour rendre visible un avis qui n'existe pas chez eux, parce que leur seule invisibilité, c'est de trouver un travail simplement pour se nourrir et pouvoir se loger. Ils sont dans des contraintes extrêmes. Et donc moi, ma question, c'est ça, c'est comment on fait pour ouvrir, pour atteindre cette masse critique qui nous permettrait effectivement d'avoir un effet puissant sur la société. Parce que sinon, on a valeur de témoignage, mais c'est pas suffisant. Là, c'est pareil, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une solution, il n'y a pas une recette magique, faut se remettre en question, faire preuve de créativité. Enfin, c'est le festival autour du vélo que j'évoquais, qu'on organisait dans ce village à côté de Budapest, où c'est un village, je crois, il y a 50% de chômage, une partie importante de la population qui est rome. Et puis, il y a un copain qui, il y a quelques années, a monté une ferme biodynamique, un peu permaculture, et il permet à 12 familles du village, dans un contexte économique extrêmement dur, d'avoir un boulot. Et là, on a un point d'entrée pour pour créer du dialogue avec d'autres populations de ce village. Où, ouais, grosso modo, quand on a eu la réunion avec Madame le maire, quand on l'a rencontrée, il y a du boulot, quoi. Enfin, on parle pas la même langue, parce qu'elle, la seule chose qu'elle était capable de nous dire, c'était pas on peut créer des emplois différents, créer du lien différent, d'autres interactions entre campagne et ville, amener de la culture différemment, comme on l'a fait avec la ferme et ce qu'on va faire. Elle nous parlait que d'une seule chose, c'est que l'autoroute, malheureusement, elle a été construite un peu trop loin du village, elle n'arrive pas à attirer des entreprises. Et de son point de vue, je le comprends. Et c'est là que justement, on est dans le réel, et puis qu'on peut commencer à avoir du dialogue avec des élus locaux, face à une situation économique compliquée, avec des jeunes dans le village, avec des anciens. Et là, c'est pareil, Rome, c'est pas fait en un jour. Hein, on ne peut pas aller plus vite que la musique, donc on y va étape par étape. La première étape, c'est de se rendre compte qu'on est dans un entre-soi, qu'on est dans une société. Et les derniers scrutins qu'on a pu observer un peu partout à travers le monde ces 2-3 dernières années sont flagrants sur les décalages énormes de perception. Je sais qu'il y a des inégalités économiques et sociales fortes, mais il y a encore plus, et c'est le plus dur, des inégalités en termes d'imaginaire, de perception, d'estime de soi, de ressenti. Ce qu'on voit ressurgir dans des votes Trump, dans des votes Brexit, dans le vote Orban, puisque tu évoquais Orban sans dire son nom tout à l'heure. J'espère que je pourrai rentrer au pays après, mais on voit des inégalités en fonction des territoires, entre cette métropolisation du monde, des gens très connectés, des gens... moi demain je prends un avion, je vais à Hong Kong, je vais être pote avec tout le monde, je prends mon vélo, je fais 10 km dans Budapest, je vais tomber sur des gens avec qui j'ai pas grand chose à partager culturellement. Et c'est comment on travaille là-dessus, quoi. Comment on recrée du lien, comment, sans juger les gens, on trouve des outils pour petit à petit recréer des espaces de vivre ensemble. Et une fois de plus, l'enjeu, c'est pas de les convaincre, l'enjeu, c'est déjà d'abord de les écouter, de les comprendre, et ainsi de suite. Et là, on est au début de quelque chose. On est d'autant plus près, je dirais, de pouvoir passer à cette étape-là, que des gens entre nous, on commence à converger sur des bases qui sont beaucoup plus solides qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. On commence à avoir une compréhension de différents enjeux qui est beaucoup plus forte. Et en même temps, il y a une accélération de la métropolisation du monde. Je pense que par exemple, un outil comme Travailler moins pour vivre mieux, un outil qui pourrait, d'autres outils techniques qui pourraient inciter des gens à se réapproprier leurs activités, parce que moi j'ai des tas de copains qui sont aujourd'hui qui bossent dans l'armement, qui bossent dans des banques, qui bossent dans de l'obsolescence programmée ou ce genre, ou dans l'automobile, etc. Qui, s'ils avaient la possibilité de faire un pas de côté, c'est-à-dire ils sont pris dans des modes de vie avec un emprunt, des dépenses importantes de par leur habitude de consommation, avec les gamins, etc. Donc aujourd'hui, ils ne voient pas comment ils peuvent sortir de leur boulot qui ne leur plaît pas spécialement. Mais c'est des gens qui ont plein de créativité, plein d'énergie, qui, s'ils avaient un espace pour pouvoir le faire, feraient un pas de côté et s'investiraient dans ce type de projet d'aller à la rencontre. Je crois qu'il y a plutôt que de participer à toujours cliver
les choses, quoi, en défendant un système économique, un système médiatique, un système de publicité, un système de construction des imaginaires. Donc pour moi, les solutions, elles sont en nous, et il faut faire preuve de créativité, faire des pas de côté, et puis réfléchir aussi à des outils économiques qui nous permettent de nous libérer du temps pour se rencontrer, pour s'arrêter. Je vais juste répondre à Guillaume dans ce que tu dis, là, qui me questionne aussi beaucoup. Je trouve que les pratiques associatives, hein, c'est-à-dire faire des choses ensemble dans le plaisir, qui n'ont rien à voir avec la décroissance, l'activité. Enfin, moi, je peux parler de ce que je connais, l'activité associative de kayak pour laquelle je ne suis pas toujours présente aux réunions du jeudi ou à certains week-ends de distribution de tracts. C'est partager ensemble avec des gens de milieux sociaux extrêmement différents, de générations extrêmement différentes. Et que moi je trouve que cette pratique-là, elle existait beaucoup plus, tu parlais de notre enfance. Ces pratiques associatives, elles existaient, elles maillaient beaucoup plus, je trouve, mon environnement qu'aujourd'hui. Et là, on partage des choses. Et moi, c'est dans ces pratiques-là que j'ai rencontré des gens qui n'étaient pas de mon milieu socioculturel et où, du coup, on pouvait construire des valeurs communes et partager des choses et découvrir qu'on avait des points communs et tout ça. Et le vélo, c'est peut-être aussi... Moi, je trouve que c'est pratique sportive, mais ça peut être culturel ou artistique. Je continue sur ce point-là. Une anecdote marrante. Donc, à la suite de cette rencontre à Jambok, les collègues de la ferme étaient hyper enthousiastes. Ça ramène des dynamiques. Il y a des jeunes qui viennent, on discute, on rigole. En plus, il y avait des étrangers qui baragouinent le hongrois, donc c'est marrant pour elles, etc. Et dans la foulée, on les a invités à notre soirée d'anniversaire. Et donc ça nous faisait rire parce que pour elles, c'était comme nous la première fois qu'on va à la ferme. On ne sait pas comment s'habiller, est-ce qu'il va faire chaud, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il faut prendre des bottes, pas prendre des bottes. Et elle, c'était pareil. Elle a vu pour la première fois, elle nous demandait mais comment est-ce que je m'habille, c'est comme un mariage, et ainsi de suite. Donc on les accompagnait. Et c'est là qu'on commence à créer du lien. Et en fait, c'est génial. Donc elles avaient préparé des crêpes, elles ont amené des crêpes, elles sont restées à la soirée. Dans le même été, on avait une after party avec un système de son sur un vélo cargo. On allait dans le parc, on a fait une soirée illégale dans le parc avec ce système de son. Elles étaient là, elles mettaient leur musique tzigane et tout. Et c'est revenir à des choses simples mais qui n'existent plus dans notre société parce que tout est fait pour qu'on reste ensemble, jusqu'aux réseaux sociaux qui sélectionnent ce que tu veux voir sur ce que tu vois sur ton Facebook et qui te laissent dans ton cocon, quoi. Donc c'est bien que ce soir qu'il y ait des non-insoumis qui soient venus. Pardon. C'est pas loin aux dernières réflexions. Ce que je voulais dire, je pense que la question c'est que ce n'est pas simple, ne sera pas simple, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce que, je ne vais pas te dire, non, c'est tout nouveau l'histoire la pensée de la décroissance ou du développement local, c'est très ancien. Et ces batailles, c'est très ancien, je veux dire qu'on remonte même au début du siècle, c'est la critique aussi de l'industrialisation. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur ça et qui ont arrêté. Après, ils ont trahi, entre guillemets, sont passés d'ailleurs. Et il y a toujours eu cette tension. Enfin, moi, je suis beaucoup plus vieille que toi, par rapport aux vieux. Non, mais je ne sais pas, mais je pense que nous partageons, dans les années 70, on discutait de ça. Je travaillais sur le développement local. Dans les pays en voie de développement, on était sur ça. Mais pas avec une conscience si poussée, comme les travaux d'Ariès, la question justement du rapport à l'animal, par exemple. Le rapport à la nature, à l'animal, moi je ne me souviens pas d'avoir eu ce type de réflexion. Mais c'était déjà ça. Et donc, qu'est-ce que... Non, mais là, je ne vais pas faire un rabat-joie, parce que je pense que de toute façon, il faut être résistant, parce qu'il n'y a pas d'autre... Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Et je le disais toujours, c'est mieux d'être une petite chandelle dans le noir que rien du tout. Mais c'est bien, c'est sûr que si on a un candélabre, c'est mieux, mais bon, c'est mieux une petite chandelle. Le problème pour moi, c'est que la question, c'est le rapport des masses, hein, entre une pression forte que tu as du capital, du libéralisme. Les années 80, on avait une situation de tensions positives des mouvements sociaux, au moins dans le monde occidental, mais pas simplement. Mais tu as eu la rentrée avec la crise, l'utilisation du terrorisme, machin et machin. En 84, on a détruit tous les mouvements d'opposition.
Donc il y a des gens qui sont passés au libéralisme en disant basta, machin, certains pour eux, l'asservissement volontaire comme tu veux, d'autres j'en sais rien, il y a eu plein de choses. Donc la question c'est que cela va se produire et se produit encore maintenant. Et il y aura des gens parmi nous, ici, parmi les insoumis, parmi ceux qui ont fait le travail de Mélenchon, qui partiront. Et partiront ailleurs. Alors la question c'est comment on reste. Et comment faire résister dans ça, dans cette bataille qui est très longue. Alors, je n'ai pas beaucoup de solutions, mais je pense qu'il y a une chose, il y a des choses déjà qui sont fortes dans ce que tu dis. Ça ne me suffit pas, la question de dire il faut être créative. Parce que je pense que c'est pas suffisant. Ce qui me semble qu'il y a plusieurs pistes. Alors, je dis encore une autre chose, j'ai toujours des discours un peu comme ça, pas très rationnels, pas des cartes, mais bon, c'est un patchwork des choses, après les gens font leur synthèse. L'autre chose qui me semble intéressante de ce que tu as dit, c'est la question des peurs. Et c'est quelque chose, c'est la peur pas simplement du matériel, mais c'est la peur aussi de la représentation de soi par rapport aux autres. Ça, c'est très important. Et donc, on est obligé à se conformer parce que sinon, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Et quel est le réseau? Donc, je dis ces choses-là parce que je pense qu'il y a quelque chose qui serait intéressant à travailler. Et je crois que moi, j'aime beaucoup ce groupe, justement parce que je pense qu'il y a des éléments de ce type-là. C'est autour de l'accueil, de la solidarité réelle entre les individus. Chose qui manque, hein, et qui enlève et qui soustrait l'angoisse et la peur, le fait dans lequel tu es totalement isolé, anonyme à la fin, hein, complètement. Mais tu te remets dans une situation de solidarité réelle, qui pourrait être aussi matérielle, mais aussi de type psychologique, affective. Hein, je parle même de l'affective. Et je crois qu'autour de ça, on peut peut-être, mais je pense que vous l'avez fait, je ne donne pas des leçons, hein, ce sont simplement des pistes de travail par rapport à des choses qu'on est en train de faire, mais quelque chose sur lequel je pense qu'il faudrait approfondir. Aussi pour des personnes qui sont en situation de grande détresse. Mais ce n'est pas simplement la grande détresse économique. C'est la grande détresse aussi des jeunes qui sont dans des situations dans lesquelles ils sont même riches, même des gens qui sont bien. Et qui sont en situation dans lesquelles il y a le stress, le burn-out, les suicides, les machins, les maladies. Donc il y a quelque chose là, autour de ça que je pense qui est un peu manqué dans les réseaux ou dans le travail qu'on a fait dans les années 70, c'est fait dans les années 70, 80, mais qu'il faut renforcer, renouer. Et je pense que c'est un peu autour de ça, je ne sais pas encore bien comment le faire, mais reconnecter vraiment un travail de solidarité et d'accueil qui permette aux gens de passer aussi du bon temps, l'histoire du pique-nique, c'est une chose. Mais voilà, donc c'est autour de ça que je pense qu'il faudrait écrire. Et penser, réfléchir, mais peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui l'ont déjà fait. Juste deux petites choses, parce que je partage totalement votre réflexion. Juste deux petites choses. La première, et je l'ai dit à plusieurs reprises dans ma présentation, les décroissantes et décroissants, je crois qu'on n'a rien inventé. Et c'est pour ça que je renvoyais aussi à tous ces livres sur l'histoire des précurseurs, explorateurs, pionniers de la décroissance. Ça a toujours existé. Et le deuxième point, ce qui me fait penser qu'on est une étape suivante, c'est que justement on a derrière nous toute une histoire d'échecs et aussi de succès dont il faut s'inspirer. Et on parlait beaucoup, week-end dernier, il y a eu toute une réflexion sur dans nos milieux un travail de mémoire à faire. Et c'est pour ça que des personnages comme le professeur Serge Latouche, je trouve ça formidable de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, où il dit, ben voilà, moi j'ai tout un parcours personnel, et j'ai aussi la chance d'avoir été universitaire toute ma vie, d'avoir été payé pour lire des bouquins et tout. Mon rôle aujourd'hui, c'est de faire un travail d'éducation populaire en faisant une synthèse de toutes ces pensées, de toutes ces expériences, et ainsi pour créer une mémoire collective et pas recommencer à faire les mêmes erreurs. Et l'autre point aussi par rapport aux années 70, c'est que nous, enfin ma génération, la génération d'après aussi, on a grandi dans le libéralisme. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70. Dans les années 80, c'était une forme de liberté, c'était de la jouissance, on montait sa boîte, on se cassait la gueule, c'est pas grave, on recommençait, on se cassait même pas la gueule parce que tout marchait, et ainsi de suite. Nous, on a grandi dedans, on s'est rendu compte que c'est pas ça qui nous rendait heureux. On s'est rendu compte aussi
de tous les maux que générait cette société, à la fois sur l'environnement, les maux sociaux, les maux sur la psychique qui étaient évoqués, d'autant plus chez les... C'est très présent chez les gens qui ont des bons diplômes, c'est quelque chose aussi, c'est une rupture, là où les mecs ont des diplômes, ils se retrouvent dans des bullshit jobs, ils se retrouvent face à des violences dans le monde du travail, avec le harcèlement moral, la dictature des indicateurs et ainsi de suite, qui fait que là on a un levier pour faire une étape suivante. Et moi j'aime bien être prudent, parce que vraisemblablement on fera des erreurs, mais on ne peut pas s'en passer. À un moment donné, c'est aussi en faisant qu'on apprend, quoi. Et en y allant étape par étape. C'est ça que je disais bien en introduction, que nous, ce qu'on propose, c'est pas une recette clé en main, c'est des pistes à explorer, à expérimenter, à débattre. Ce que j'ai proposé, il y a peut-être des choses qui s'avéreront être totalement obsolètes, inutiles, et ainsi de suite, et puis d'autres qui pourront peut-être marcher, quoi. En fait, je voulais dire par rapport à la question de l'affect et l'amour, l'accueil, la pauvreté, c'est quelque chose que moi j'ai pas entendu dans les campagnes précédentes. Cette fois-ci, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se sont retrouvés chez les Insoumis parce que ces questions ont été abordées par Mélenchon très souvent dans les débats. Et puis, c'est justement le rapport par rapport à l'autre, la question du temps libre, s'inscrit, on construit ensemble quelque chose de nouveau. Je pense que c'est du coup était très présent et s'inscrit complètement dans ce que tu dis sur l'éducation. J'ai pas compris pourquoi la décroissance parlait plutôt de. Relevait particulièrement une pensée latine, enfin je sais pas, il y a un truc qui m'échappe. C'est un débat interne un peu particulier dans la décroissance telle que exprimée avec une approche très philosophique sur ce qu'on pourrait appeler les limites culturelles ou anthropologiques de la croissance. Là où par exemple dans le monde germanique, scandinave, anglo-saxon, la décroissance irait plus ou serait plus proche de mouvements liés à l'économie de l'environnement, liés à l'écologie, etc. On est plus sur les approches et limites physiques de la croissance. C'est un peu la différence entre par exemple l'approche à limits to growth, le halt à la croissance, le rapport Meadows, ou dans halt à la croissance, c'est un truc très technocratique, d'en haut, les limites elles sont là, comment on les met en place, etc. Là où l'approche à la française, comme on dit, la décroissance à la française ou latine, s'inspire plus de penseurs comme Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, André Gorz, plus sur comment se réapproprier la démocratie, le bien vivre, une question d'abondance frugale, et qui plus est, ça tombe bien, parce que en fait, pour vivre dans une forme d'abondance, il faut être frugal, et puis ça résout aussi les problèmes environnementaux auxquels on fait face, et on est heureux, quoi. Et il y a un peu ces débats-là et ces différences d'approche entre une approche aussi peut-être plus rationnelle et une approche plus philosophique. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand vous avez parlé des limites. Je m'étais jamais posé la question de ce terme de développement durable. C'est-à-dire qu'effectivement, j'avais jamais vu le réflexion là-dedans. Si on développe, ça ne peut pas durer, il y a un moment où ça va se laisser la figure. On le voit avec les problématiques écologiques qui sont quand même si c'est pas suffisant encore, de plus en plus soulevées. Et la question que je me posais, moi c'est une vision que j'ai qui est peut-être très pessimiste et peut-être fausse. J'ai l'impression que ce qui motive, que ce soit des pays comme la Chine ou ce qui motive les politiques ou les gens qui finalement ont les choses le plus aux mains, même si nous on peut faire des choses à petite échelle, essayer de consommer différemment et tout ça, c'est toujours justement l'économie. C'est-à-dire qu'on parle de développement durable parce que développement, économie durable. Donc il faut que ça dure, mais il faut toujours qu'on monte, faut toujours qu'on développe, il faut toujours que l'économie, faut toujours créer du profit, de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à un stade où je sais plus, du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire en fait. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on en arrive à un stade où comment dire, où il n'y ait plus moyen de faire de l'argent avec ce qu'on a, avec la terre, pour qu'il y ait une prise de conscience de la nécessité de la décroissance. Pourquoi est-ce que, avec les problématiques actuelles, et moi je vois la différence, j'ai que 23 ans, mais je me souviens, ça me marque, je vais de plus en plus vers, je suis de plus en plus écolo et j'essaie de plus en plus de l'appliquer à ma propre vie.
Mais, et je compare ça au mode de consommation de mes parents chez eux et au mode de consommation que j'ai pu avoir toute mon enfance sans jamais le remettre en question. Maintenant, on remet en question. Il y a 20 ans, il y a moins de 20 ans, je devais avoir 7-8 ans, je me souviens d'un reportage catastrophe avec de la rue qui montrait 2020, la planète sous les flots. Enfin, 2020, c'est dans 2 ans et demi. Et donc, c'était 2025 peut-être, mais ça a évolué. Ça a évolué, on a 5 ans de plus. Ça a évolué, mais jusqu'à quel point il va falloir qu'on arrive pour que l'économie... Moi, est-ce que j'ai tort quand je dis... J'ai l'impression que, comme vous le dites, l'économie régit tout. Et tant qu'il n'y aura pas un argument économique très fort, ça ne bougera pas vers la décroissance. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a une question technique. On a un système économique qui fonctionne sur la création monétaire avec un taux d'intérêt et la nécessité, quand on fait un emprunt, de rembourser, d'avoir fait fructifier et de payer le taux d'intérêt. Ce qui fait qu'on est toutes et tous pris dans ce piège de croître ou mourir. Il y a un deuxième un blocage qui est vraiment culturel, où on est tous pris dans cette dynamique de croire ou mourir. C'est-à-dire qu'on est dans une vision, et le développement est vraiment représentatif de ça, une vision linéaire de l'histoire de l'humanité. C'est qu'on est tous sur des rails et tout le monde est embarqué. Enfin, d'où la dimension critique de l'impérialisme culturel que représente le développement. Et c'est pour ça que dans la critique du développement est un des piliers centraux de la décroissance, avec notamment l'une des naissances du développement qu'on a connu, c'est le discours de Harry Truman en 1949, qui dit il y a des pays qui sont développés, et il y a des pays que l'on doit développer. Et c'est là où on rentre dans une vision totalement unique, linéaire, uniformisatrice, autour d'un modèle de société où l'économie est centrale. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais dans l'histoire de l'humanité, l'économie a joué un rôle aussi central. Je parlais rapidement dans ma présentation de Karl Polanyi, qui a fait tout un travail d'études d'historien avec toute une équipe à Columbia dans les années 50, je crois, sur l'histoire de nos civilisations et le rôle joué par l'économie, le marché dans les sociétés. Et en fait, il se rend compte qu'il y a toujours eu de l'argent, il y a toujours eu des marchés, il y a même eu de la dette, et que c'était un truc tout à fait secondaire par rapport à d'autres valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la dette, elle allait à l'encontre du bien-être de telle personne, ou de la communauté, ou de la société. On l'annulait, on repartait sur d'autres bases, on repartait sur autre chose. Et il n'y a que nous qui sommes rentrés dans ce fétichisme de l'économie qui a totalement colonisé notre imaginaire. Enfin, l'histoire du marteau, où on voit tout sous forme de clous, c'est effarant. Mais moi, le premier, aujourd'hui, je vais aller dans un magasin et je vais avoir à choisir entre 2 produits. Ce qui va me faire prendre ma décision, ça va être un chiffre totalement, en fait, moi j'appelle ça l'irrationalité de la rationalité. Alors qu'une décision rationnelle, ce serait qui l'a fait, comment, quelles sont les conséquences. Donc je vais prendre le produit le moins cher, où derrière ça a des conséquences environnementales désastreuses, c'est de l'exploitation, ça détruit le boulot de mon beau-frère ou je sais pas quoi. Mais on est pris dans un truc et les indicateurs vont encore plus loin. Enfin, à partir du moment où on est rentré dans les logiques d'indicateurs, moi j'ai la chance d'avoir fait des sciences dures au départ et d'avoir bossé en tant qu'ingénieur, et quelque part je pense que je suis plus protégé que les économistes des limites des modèles mathématiques. Je parle plus en ordre de grandeur que... Enfin, quand je vois qu'on parle du PIB, alors le PIB cette année a augmenté de 0,13%, le dixième derrière la virgule, il faudra qu'il m'explique comment il le calcule. Et on calcule tout et n'importe quoi derrière. Et ce qu'on va ressortir, c'est dans les 0,13, il y a une voiture qui s'est crachée dans un sanglier, il y a la construction d'un jardin pour enfants, il y a tout et n'importe quoi dans tous les sens. Il y a de la malbouffe, et c'est comment, petit à petit, on sort de ça. Et je crois que là aussi, se réinscrire dans le local, de remettre l'humain dans nos échanges, se réapproprier des outils, nos productions, etc., c'est un levier extrêmement intéressant. Pas suffisant, mais intéressant. Remarque sur la Chine aussi, il ne faut pas avoir là aussi une vision binaire ou simpliste des choses. Il y a une délégation de décroissants qui vient de faire une série de conférences en Chine, il y a des bouquins qui sont en cours de traduction et avec un accueil tout à fait
avec les mêmes discussions qu'on peut avoir ici, quoi. Et ces questionnements-là sont partout, et les contradictions au sein de, comme on les connaît en France, sont tout à fait présents aussi là-bas, comme chez nous. On peut parler aussi de l'Inde, où il y a de très 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 forts mouvements critiques au développement, et des dynamiques notamment autour de la production locale de nourriture, de coopératives, qui sont tout à fait formidables. Et là aussi, vraisemblablement non suffisant. Donc il n'y a pas de... C'est souvent un argument qu'on prend... Enfin, je suis fait insulter à plusieurs reprises. Non, c'est pas vous. C'est souvent fait insulter dans des débats où on disait espèce de salaud, tu veux pas que les Chinois mangent aussi, etc. C'est plus compliqué que ça. Il y a aussi, pour ajouter à ta réflexion, le monde libéral, hein, faute de mieux, a tendance à financiariser à peu près tout, et même la catastrophe en fait. Et donc c'est pas vraiment un problème, il n'y a pas de limite en fait. Il n'y a même pas de limite à l'extinction de la planète pour la financiarisation. Puisque on peut financiariser, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, la pollution en faisant la taxe carbone, ils peuvent financiariser, ils font des poulets sans antibiotiques. A contrario de faire de poulet avec. Donc tu as le choix maintenant en fonction de ta surface financière d'acheter un poulet avec antibiotiques, sans antibiotiques. Tu vois, donc c'est pas un problème. Avant le facteur, par exemple, dans les petits villages, faisait toujours la même tournée, et donc connaissaient les gens, rendaient des petits services, demandaient des nouvelles. Eh bien, ils ont fait un truc extraordinaire, ils ont financiarisé la relation humaine. C'est-à-dire que maintenant, ce petit facteur, il faut le payer pour qu'ils viennent prendre de tes nouvelles. Donc en fait, on te demande un abonnement pour le mec, on te dit bonjour. Donc si tu veux... Abonnement bonjour. En fait, c'est ça. Le lien social est payant, si tu veux. Donc il n'y a pas de limite à ça. C'est pas parce que le monde s'écroule que ça va s'arrêter, cette logique-là en tout cas. Ça ne passera pas par là. Ça ne passera pas par l'écroulement de la planète, dans ce sens. Oui, moi, le malaise, si tu veux, que j'ai par rapport à ton exposé, je pense qu'à peu près tous les insoumis ici sont d'accord avec toi. Et probablement bien au-delà. J'espère pas. Si. Et y compris sur les craintes que tu as vis-à-vis de Mélenchon, notamment ici. Simplement, on est dans la 5e République, pas dans la 6e. Et moi, le malaise que j'ai par rapport à ton exposé, c'est que je le trouve excessivement irénique. Donc, nous, la différence entre les insoumis et les gens qui pensent comme toi, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'irénisme. Nous, on a subi, pendant toute la campagne, le rouleau compresseur des médias qui sont dans les mains des oligarques et qui ont fait élire Macron contre nous. Y compris l'histoire de l'Union de la gauche. L'Union de la gauche, c'est une manipulation médiatique. Elle était impossible à tout... c'est pas le lieu d'en parler, mais elle était impossible à tous les points de vue. Et donc, si tu veux, moi, je suis très mal à l'aise quand on me dit, il y a des tas d'initiatives locales et on va y arriver. Non, on ne va pas y arriver parce qu'on a un rouleau compresseur qui fait de la désinformation, qui fait de l'anti-éducation populaire. Et nous, on est une vingtaine à essayer localement de donner une autre vision du monde. Et ça rejoint le problème de sortir d'un milieu privilégié. Je ne sais plus qui posait la question. La plupart des gens, ils regardent la télé. Et la télé, Mélenchon, c'est un dictateur castriste, poutinien, tout ce que tu veux. Il y a ça quand même. Pardon? Je déconne. Si, mais bien sûr. Non, mais tu regardes la télé, c'est ça. L'histoire de l'Union de la gauche, indépendamment des problèmes techniques sur lesquels je ne rentrerai pas, c'est une façon de dire, vous voyez, la gauche, elle est toujours divisée, c'est la querelle des égaux. Alors que ce n'est pas du tout le problème. Et que l'Union de la gauche, elle n'était pas possible. Parce que nous, on appartient à un nouveau monde, et que la gauche dont il s'agit de faire l'union, elle est dans le vieux monde. Et elle est les pieds complètement bétonnés dans le vieux monde. Donc, si tu veux, à un moment donné, il faut quand même poser les problèmes, je vais presque utiliser un vieux mot, mais en termes de lutte de classe. Bon, parce qu'on a des oligarques et qui ne voudront jamais ce que tu dis. La discussion, le dialogue. Mais pas seulement, ils veulent, mais pas la décroissance. Non, mais je veux dire pour moi, dans le sens qu'ils ne seront pas prêts à dialoguer.
Mais ils s'en foutent complètement. Là, il s'agit de laminer toute autre vision du monde. Ouais. Mais t'as... du temps et de l'histoire, ce qu'on a un petit peu fait dans les années 70, c'était quand même du compost, un petit peu pour peut-être s'y faire revenir maintenant. Oui, mais attends, là, il faut aborder le problème au niveau systémique. Oui. Et il t'a pas échappé qu'on est passé à un stade bien ultérieur de répression de la population. Et que vous ne soupçonnez pas, que moi la surveillance informatique, elle a été légalisée. Quand vous manifestez, le gouvernement actuellement a la liste de tous les manifestants, liste nominative. D'accord Ben oui. Bah oui. Ah oui, ça doit faire ça. Mais bien même la question de la centralisation du pouvoir chez Macron. T'as quand même des phénomènes. On est en état d'urgence. On est en état d'urgence, on mutile les manifestants. Des tendances, il faut la lire dans les 30 ans. T'as des tendances, des centralisations, des laminations. J'entends tout ce que vous dites, j'entends aussi à quel point la campagne a été dure pour les personnes qui étaient engagées. C'est lié aussi au fait, aux critiques que je pouvais faire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'il a mis en place, c'est pas que lui, c'est ses équipes, mais c'est principalement lui, une forme de campagne qui était identitaire. Identitaire, non. Les Insoumis, c'est identitaire. Non, mais attends, on ne mélange pas les mots. Non, mais identitaire, ça a une connotation... Non, je ne fais pas de procès d'attention par rapport à ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a autour d'un discours unique, un projet, un personnage, une famille, on va dire familiale, pour prendre quelque chose de moins connoté. Avec les qualités que ça peut avoir, et les défauts. C'est-à-dire qu'en plus, dans une approche de rapport de force frontale. Donc quand on va dans le rapport de force frontale, face à un système qui est extrêmement fort, etc., ben, il répond avec des outils frontaux. Et là, on prend des coups, etc. Et je pense qu'il faut le faire aussi. Il faut le faire sans se tuer à la bataille. Et je pense que pour les Insoumis, ça a été une campagne, et je crois qu'il y a une réflexion à avoir. Et c'était une campagne extrêmement éreintante, avec qui plus est au bout un échec par rapport à ce qu'étaient les objectifs ou à un moment donné ce qu'ont été les attentes. Et sans juger les responsabilités des uns des autres, etc., je crois qu'il y a un travail collectif ouvert avec les insoumis et les non-insoumis sur voilà, qui a vécu quoi, qu'est-ce qu'on a vécu, quels ont été les points positifs de cette campagne, quelles ont été les limites, pourquoi on a souffert par rapport à ça, comment la prochaine fois, je reviens à la notion de créativité et de la mémoire, sur cette expérience-là, comment la prochaine fois on ne se fait pas piéger de nouveau tout en prenant des coups et en perdant. Le week-end dernier, j'avais une discussion arrosée autour de la bière avec des copains sur la question des ZAD. Sur les ZAD, donc à Notre-Dame-des-Landes, où il se crée des choses extrêmement formidables dans un contexte des plus hostiles qui soient. C'est-à-dire que les mecs, ils se prennent comme les insoumis sont pris dans les dents, et les médias, la police, la gendarmerie, l'armée, et en plus les mecs, ils sont... là, ils passent les hivers dans la terre, ils n'ont rien. Il faut tout amener. Ils construisent tout en résistant. Ils sont extrêmement courageux et ainsi de suite. Et moi je disais, là voilà, on a eu des ZAD, à la prochaine ZAD, peut-être réfléchir pour être plus efficace dans la construction. On ne fait pas de côté. Ils veulent faire leur aéroport, on va laisser faire leur connerie. De toute manière, s'ils veulent le faire, ils vont nous détruire. La seule raison pour laquelle ils ne le font pas aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur qu'il y ait des morts. C'est la seule raison. Donc ils vont gagner sur ce rapport de force. Mais la prochaine fois, réfléchissons à une logique du pas de côté. Et toute l'énergie qu'on a passée à se battre contre un système qui est beaucoup plus violent, utilisons-nous à se battre différemment. J'ai beaucoup appris ça de la culture de résistance hongroise, qui est une société, tu dis si je dis des bêtises, qui est une société qui sort de 500 ans d'occupation étrangère ou de dictature, et qui a développé une culture de résistance par le contournement. Je dis oui, je courbe le chine, je fais le contournement. Qui fait que le quotidien en Hongrie est beaucoup plus agréable qu'il peut l'être des fois en France où c'est en permanence la culture d'opposition, qui fait qu'aussi qu'un personnage illégitime comme Orban arrive à rester au pouvoir, ou en France je pense qu'il aurait déjà été dessoudé, et qui permet de trouver
déséquilibre. Et je crois qu'il y a des réflexions à avoir sur différents niveaux de résistance, différentes stratégies de résistance en fonction de la situation. Parce que si on va là, et d'ailleurs la société, quand on reprend l'histoire de France, les pouvoirs en France ont toujours tout construit jusqu'à, je ne sais pas si ce que je dis est une bêtise ou pas, mais j'avais lu et entendu à plusieurs reprises qu'on a refait Paris avec des grands boulevards, on a demandé à Haussmann de faire des grands boulevards pour pouvoir contrôler les populations. Et on voit l'imaginaire. Donc ils ont voulu faire des grands boulevards pour contrôler les populations, ben, on ne va plus aller dans les grands boulevards, on va faire un pas de côté. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, voilà, il y a l'émotion. C'est comme l'histoire de l'éveil des chèvres en Ardèche. Moi, je prends la campagne Mélenchon comme une étape. Bien sûr, mais nous et aussi. ce que tu évoques, ce que vous évoquez, on ne se connaît pas. Tu peux me tutoyer. Ce que tu évoques, voilà, c'est les choses qu'il faut exprimer. Et voilà, nous, de notre point de vue, on s'est pris ça dans les dents. Mais et après, tu auras peut-être d'autres... J'ai pas du tout la même lecture que toi. Pour moi, elle n'a pas été éreintante et elle est un succès. Pardon ? On est toujours là, on représente 20%. Bon, il a manqué les pouillets. Mais... Non, mais là, et globalement. Et l'autre changement... C'est là qu'il faut ouvrir le débat avec les autres sur... comment les autres, les extérieurs par exemple, moi j'ai énormément d'amis qui se retrouvaient totalement dans le projet et qui ne sont pas allés voter pour Mélenchon. Il faut se poser la question pourquoi. Les médias dominants ont une forte responsabilité. Mais je ne pense pas que... Je pense qu'il y a eu... Et là pareil, je parle avec énormément de courtoisie, etc. On se dit les choses entre nous directement. Il y a eu, moi j'ai été le premier, des postures au moment du tractage sur les marchés, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, etc. C'est pour ça que je disais la critique identitaire, familiale. Il y a eu une dynamique de groupe qui s'est créée, des formes de sentiments d'injustice, des frustrations fortes, qui faisaient que vous deveniez inaudible par rapport à une part. Vous étiez là pour convaincre. On a eu ce débat sur le Facebook, il y a eu des blagues. Pour convaincre et non plus susciter le dialogue. Et moi, comme je dis toujours, Mélenchon, il avait raison quasiment sur tout. Quand on a raison, on n'a pas besoin de convaincre. On a besoin d'avoir l'espace où on pose des questions, on dit les choses. Et après, on laisse les gens faire, on fait confiance aux gens. Et là, il y a une réflexion à avoir, et c'est une des critiques que je fais par rapport aux populistes de gauche, etc. Donc ça a peut-être permis à certaines personnes, enfin ça a fonctionné avec certaines personnes, mais ça en a bloqué d'autres. Et là, maintenant, comment on fait la synthèse entre les deux? Mais peut-être que c'est aussi une question du temps. Ah, bien sûr, non, mais tout à fait. Tout à fait, ça remet dans un contexte, et puis c'est l'étape d'après, comment on fait pour faire la synthèse, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord sur le manque de dialogue. Méfie-toi d'une chose, c'est que, vu de l'extérieur, on est un parti politique. Or, on ne l'est pas. C'est vrai. Non, mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a une diversité dans les méthodes et dans les opinions au sein même des insoumis. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques des insoumis de violence verbale que moi j'ai désapprouvées. Mais bon, les insoumis, c'est la société française de gauche. Hein. Là, c'est tout. Donc, il y a des cons. Il y a des gens qui s'y sont mal pris, il y a des intolérants. C'est partout vivre en société, c'est ça. Exactement. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on avait une discipline de parti où il fallait dialoguer comme ça, sortir les éléments de langage. J'ai parlé de dynamique de groupe. Oui, il y a des mais donc, réflexions à avoir autour de ça. effectivement, moi j'ai constaté cette intolérance. Je la désapprouvais. Bon. Qui a dit ça à propos. C'était beaucoup plus compliqué pour nous. Je pense qu'il était aussi utilisé. Oui, bien sûr. Dans le sens qu'il y a eu quand même, c'est vrai, on va regarder, simplement d'un point de vue médiatique, du langage de Mélenchon. Moi, je me suis posé la question si, par exemple, quand il réagissait de façon hyper violente, est-ce qu'il ne le faisait pas exprès ou est-ce que c'était vraiment... Et donc, sur la question de la réaction et de l'esprit, peut-être, je devais dire, oui. Je vous arrête, je propose qu'on continue de manière plus parce que c'est pas commode, non, on est assis. C'était plus passionnant et merci à toutes et à tous. Merci.